Donc bonjour à tous et toutes et en espérant que le temps que je présente le webinaire, plus de gens se connectent. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour cette deuxième session de notre série de webinaires sur les KPI, sur les indicateurs de redevabilité. Avant de commencer, un mot sur notre première session. Donc la participation était très active et on a eu de nombreuses questions et on va d'ailleurs essayer d'y répondre en partie pendant ce webinaire en vous donnant davantage de détails. Et on espère avoir une participation tout aussi active lors de ce webinaire. C'était un excellent signe pour nous, celui de votre intérêt, mais aussi celui de l'utilité de ces échanges, et c'est notre objectif à la plateforme. Aujourd'hui, nous allons poursuivre donc sur les indicateurs d'impact qui sont un véritable levier stratégique pour les banques publiques de développement, mais aussi pour l'ensemble des institutions financières, vos partenaires, les banques commerciales, les institutions de microfinance, les fonds d'investissement. Dans un contexte marqué par des transformations profondes, inclusion financière, transition agroécologique, enjeux climatiques, la capacité à mesurer, piloter et démontrer l'impact n'est plus une option, c'est une condition essentielle pour orienter les financements là où ils sont le plus utiles et efficaces. Nous allons explorer le lien entre les indicateurs de performance et certains instruments financiers innovants, les green bonds par exemple, les sous-cook, et partager des pistes pour construire des cadres d'impact solides afin de faciliter la mobilisation de financement à grande échelle. Je remercie particulièrement la KfW qui nous a permis l'organisation de cette série de webinaires. Je remercie Nabil Kesraoui et Nejib Agili pour la préparation et l'animation de ces webinaires, ainsi que Monsieur Hassana Coulibaly, responsable du service RSE de la BNDA Mali. Sans oublier tout le secrétariat de la plateforme AgriPDB, à commencer par Anaïs Petitjean, à qui je donne la parole. Merci beaucoup Thierry et bonjour à tous. Je voulais juste vous rappeler quelques aspects techniques de ce webinaire. Il est effectivement enregistré et sera également disponible par la suite sur notre chaîne YouTube et aussi notre site internet que je vais vous partager dans le chat. À la fin de cette session, comme a dit Thierry, la première webinaire qu'on a fait il y a un mois avait été très active et on espère que celle-ci le sera aussi. Vous pouvez utiliser l'option du chat pour déjà poser vos questions durant la présentation et lorsque nous allons atteindre le moment des questions-réponses, on essaiera de répondre à toutes les questions en privilégiant les questions qui viennent de représentants des banques publiques de développement. Et juste peut-être avant de commencer à parler du cœur du sujet, ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous allez voir apparaître sur votre écran un petit sondage euh, qui va nous permettre, nous aussi, de comprendre quelle est votre connaissance de ce thème aujourd'hui et pouvoir débuter sur les présentations. Donc, la première question est, dans votre pratique professionnelle, quel est votre niveau d'utilisation des indicateurs d'impact? Euh, Première réponse peut être que vous ne les utilisez pas encore ou très peu, vous les utilisez peut-être ponctuellement à travers des projets, des études ou du reporting, ou alors vous les utilisez de manière structurée dans certaines activités, ou vous les utilisez comme outil central d'analyse de décision ou de pilotage. Puis la deuxième question est, selon vous, parmi les dimensions suivantes, lesquelles sont aujourd'hui les plus intégrées dans les pratiques des banques? Ça peut être principalement les indicateurs économiques, donc financement, revenus, emploi, ou alors des indicateurs économiques et sociaux, en incluant donc l'inclusion, le genre, les jeunes ou le territoire, ou alors tout le package, on va dire, les indicateurs économiques, sociaux et environnementaux, donc climat, eau, biodiversité ajoutée. Et ensuite, une approche intégrée incluant aussi la résilience et les risques climatiques. Donc, je vois que certains d'entre vous ont déjà répondu. Encore une fois, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est plutôt pour nous savoir quelle est votre connaissance du thème qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais laisser encore quelques instants. Je vois que Sondé Svanouri, vous avez levé votre main. Puisqu'on va commencer plutôt sur les présentations maintenant, alors, je vous donnerai la parole plus tard, mais vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions, évidemment. Alors, je vous laisse encore quelques secondes et ensuite, je vais arrêter le poll. Dernière chance.
je vais arrêter le poll et je vais vous partager les résultats. Donc, pour ce qui est de la première question, il y a deux personnes d'entre vous qui ont dit que vous utilisez ponctuellement, à travers des projets, des études ou du reporting, des indicateurs d'impact. Et d'autres personnes ont mentionné qu'ils les utilisent comme outil central d'analyse de décision ou de pilotage. Et pour la deuxième question, selon vous, parmi les dimensions suivantes, lesquelles sont aujourd'hui les plus intégrées? Alors là, on a 33% qui pensent que c'est principalement des indicateurs économiques, d'autres personnes plus des indicateurs économiques et sociaux, et enfin, euh, 33% pensent que c'est une approche intégrée incluant aussi la résilience et les risques climatiques, pardon. Voilà. Je vais vous laisser la parole, Nabil. OK, merci beaucoup, Anaïs et toute l'équipe. On va passer à la... Voilà, vous voyez mon écran? Oui, maintenant on le voit, oui. Voilà, merci à tous et bienvenue à ce second webinaire. Et merci pour la plateforme AgriBDB's plateforme pour tous ces efforts pour renforcer la culture de la durabilité au sein de tout l'écosystème, pas uniquement pour les banques publiques de développement, mais parmi nous, il y a pas mal de consultants qui ont assisté, qui ont beaucoup apprécié les deux derniers webinaires. Voilà, donc le second webinaire, il va porter sur les indicateurs clés de performance d'impact. On va les appeler toujours les Impact KPIs en anglais, selon les tendances actuelles à l'échelle mondiale et les nouveaux enjeux. Donc, on va se relayer, moi et Najib, sur la présentation comme d'habitude. Cette fois-ci, on a inversé les rôles. Donc, les objectifs de ce webinaire sont les suivants. Tout d'abord, nous allons analyser les tendances émergentes en matière d'impact, que ce soit sur le plan économique, social et environnemental. On va aussi montrer le lien pertinent entre les grandes transitions, l'inclusion financière, l'agroécologie, la biodiversité, climate smart agriculture et tout ce qui finance du climat. Et nous allons, dans une autre étape, relier les indicateurs d'impact et innovation financière, surtout dans la partie des obligations durables, ou bien tout ce qui est dette liée à la durabilité, Sustainability Linked Loan. Et on va expliquer comment ces cadres d'impact aujourd'hui représentent, disons, des cadres solides qui mobilisent les ressources à grande échelle. Donc, on va commencer par le début. Donc, excusez-moi. Donc, quand vous voyez au niveau de ce slide très important, il y a quatre moteurs structurels. Ces moteurs sont les suivants. Euh, donc, le premier moteur structurel de ces indicateurs d'impact, c'est tout ce qui est la pression budgétaire. Donc aujourd'hui, les États, les bailleurs demandent une justification claire de chaque dinar ou de chaque dollar mobilisé. Et par conséquent, nous allons passer d'une logique input au montant engagé à une logique outcome impact au résultat réel. Donc, on ne demande plus dans les obligations des mandats des BDBs combien vous avez financé, mais qu'est-ce que vous avez changé. Euh, Ça, c'est le premier moteur. Le deuxième moteur, c'est les risques climatiques, le risque climatique et environnemental. Donc, ce point est critique, surtout pour les banques publiques de développement, étant donné que de nos jours, le risque climatique devient de plus en plus systémique, non linéaire et difficilement visible sans indicateur. Les KPI deviennent un outil d'anticipation du risque, pas seulement de mesure. Le troisième moteur, c'est l'accès au financement, qui représente une conditionnalité. Donc aujourd'hui, les flux financiers internationaux sont de plus en plus conditionnés,
tels que les fonds climat, le blended finance, les obligations durables qui seront présentées tout à l'heure par Najib. Ces instruments ne financent plus des institutions, mais plutôt ils financent des performances mesurées. Donc, les KPIs représenteront par conséquent pour ces ressources un langage commun avec les investisseurs. Et le quatrième moteur, c'est la cohérence interne. Et c'est ce dernier point qui est souvent très sous-estimé. Sans KPI, chaque département va travailler avec sa propre logique. Donc, le département risque, il est dans une logique prudentielle, le commercial dans une logique de volume, alors que le stratégique, il est dans une logique beaucoup plus d'impact. Donc, les KPI vont permettre d'aligner tout le monde autour d'une même boussole. Et là, comme vous voyez, ces quatre moteurs vont changer la donne. Donc, avant, on était, comme vous voyez dans la partie gauche, la partie droite, avant, on était dans une logique de conformité. Historiquement, les KPI étaient imposés par les bailleurs, dispersés, peu utilisés dans la décision. C'était un exercice de reporting, souvent déconnecté du secteur du métier. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une logique de pilotage. Aujourd'hui, on change complètement de paradigme à travers la sélection d'un ensemble de KPI qui sont intégrés dans tout le process opérationnel du crédit, qui sont utilisés dans les comités, dans les dashboards. Autrement dit, les KPI deviennent un outil de pilotage au même titre que le risque de rentabilité. Donc aujourd'hui, on travaille sur quatre tendances. Il y a quatre transitions majeures qui façonnent les indicateurs d'impact. Il y a, quand vous voyez, la première partie, c'est l'inclusion financière. La première tendance reste fondamentale, c'est l'inclusion financière à travers le ciblage des populations vulnérables, que ce soit les petits exploitants, les femmes, les jeunes, les populations rurales isolées. Mais attention, on ne parle plus seulement d'accès, mais on parle plutôt de qualité de l'accès, de l'adaptation des produits, de l'impact réel sur les conditions de vie. Donc, le principal enjeu dans la partie inclusion financière reste l'absence de garantie et l'isolement géographique. La deuxième transition, elle concerne l'agroécologie et la biodiversité. Donc, cette deuxième transition, elle est très forte et le passage vers des modèles agricoles durables à travers la préservation des sols, la biodiversité, les services écosystémiques. On sort d'une logique intensive pour aller vers une logique de durabilité. Et les KPI typiques seront la réduction des intrants chimiques, l'amélioration de la fertilité des sols, et c'est une transformation structurelle du modèle agricole. La troisième transition, elle concerne l'atténuation et l'adaptation climatique. Donc l'atténuation à travers la réduction des émissions et l'adaptation à travers la gestion des risques climatiques. Donc les banques publiques de développement doivent aujourd'hui aligner leur portefeuille avec les engagements internationaux comme l'accord de Paris. Et les KPI typiques seront l'empreinte carbone et l'exposition aux risques climatiques. Et enfin, la dernière transition, elle concerne la Climate Smart Agriculture, CSA, qui est une tendance très opérationnelle. Ici, on cherche à concilier les objectifs de productivité, de résilience et de durabilité, et cela passe notamment par des technologies adaptées comme l'irrigation intelligente, l'énergie solaire, l'agriculture de précision. Et par conséquent, le financement devient ici un levier de transformation technologique. Donc, comme vous voyez, chers participants, ces quatre tendances, elles redéfinissent complètement les indicateurs d'impact. On ne mesure plus seulement une activité financière, mais on mesure une transformation économique, sociale et environnementale. Voilà, donc je vais attaquer deux angles, l'angle des KPI économiques et l'angle des KPI sociaux. Donc, pour la partie économique, la dimension économique est souvent la plus familière. Mais ici, on va au-delà des indicateurs financiers classiques. Dans les indicateurs financiers classiques, on s'intéresse au volume de financement, au nombre des bénéficiaires seulement. On ne mesure pas seulement la performance de la banque, mais la transformation économique des bénéficiaires. Dans un premier niveau, par exemple, nous allons voir qui est réellement servi. Donc, il s'agit de segmenter, faire une segmentation clé entre petits exploitants, agri-SMEs, MSMEs, coopératives. Donc, l'enjeu ici, ce n'est pas le volume global, mais la qualité du ciblage.
et les indicateurs d'impact sera l'alignement avec les missions de développement. Le deuxième niveau des indicateurs, c'est au niveau des emplois, soit créés, soit soutenus, soit maintenus, et aussi la qualité de l'emploi. Est-ce que c'est un emploi en temps plein, en permanence ou en temps partiel? C'est un indicateur direct de la contribution à l'économie réelle. Le quatrième niveau d'indicateur, c'est au niveau des revenus agricoles. Et c'est cette troisième dimension qui est plus complexe à mesurer, qui est les revenus. Donc, c'est un KPI critique, mais difficile à mesurer. Il est possible à mettre en place des mesures à travers des proxys, des enquêtes échantillonnées, des modèles paramétriques. Et l'idée ici, c'est de mesurer si le financement améliore réellement les revenus. Et ça, c'est un point très important à travers lequel on remet en question le rôle de l'inclusion financière. On dit que l'inclusion financière, par exemple, elle ne résout pas le problème de pauvreté et les gens s'endettent de plus en plus, ils ne sortent pas de la pauvreté. Un autre niveau, au niveau des indicateurs économiques, c'est au niveau de la productivité et l'investissement. Donc, enfin, on regarde la transformation productive à travers les rendements agricoles, la réduction des pertes post-récolte, les investissements mobilisés dans la filière. On mesure ici la capacité de financement à transformer les chaînes de valeur. Donc, pour standardiser ces indicateurs, on s'appuie sur des référentiels internationaux qu'on a présentés lors du premier webinaire, notamment sur IRIS+, qui mentionne quelques indicateurs comme le nombre de bénéficiaires, les emplois créés, les emplois permanents, le gain de revenus, qui les définissent en termes de performance indicator ou de outcome indicator. Donc, cela permet d'assurer la comparabilité et la crédibilité vis-à-vis des investisseurs. Donc, le point clé et à mettre en valeur ici, c'est que les KPIs économiques ne doivent pas être isolés. Ils deviennent réellement utiles lorsqu'ils dialoguent avec la performance financière. Exemple, la qualité de portefeuille, la viabilité des filières et le coût de risque. Autrement dit, l'impact économique et la performance financière doivent être alignés. Donc, pour les indicateurs sociaux, donc quand vous voyez pour les indicateurs économiques que j'ai évoqués tout à l'heure, ils sont en étroite relation avec les objectifs de développement durable. L'emploi généré, c'est en relation avec l'SDGs 8 et avec l'SDGs No Poverty. L'amélioration des revenus, c'est en relation avec l'objectif l'ODD 1 et l'ODD 2. Et le levier financier d'investissement, ça peut concerner aussi l'ODD 17 sur les partenariats et l'ODD 8. Concernant les indicateurs sociaux, pendant longtemps, on mesurait surtout des volumes, des nombres de crédits et des montants financés, mais aujourd'hui, on change de logique. On s'intéresse à la qualité des bénéficiaires et à la nature de l'impact sur leur situation. Donc, les indicateurs centraux, dans un premier niveau, donc on cherche à désagréger les bénéficiaires, surtout les femmes, les jeunes, les zones rurales, les territoires éloignés, les populations autochtones. Donc, l'inclusion commence par la capacité à désagréger la donnée. Sinon, on ne sait pas réellement qui en sert. L'inclusion financière réelle, elle est réelle. Donc, dans un deuxième niveau, on veut atteindre les populations sous-desservies. Surtout, on essaie de mesurer le nombre des nouveaux emprunteurs, les clients auparavant exclus, et c'est un indicateur clé pour mesurer l'additionnalité. Et un troisième niveau de mesure et d'indicateur, on va au-delà du crédit, on va voir la formation, le nombre des personnes formées, le nombre de personnes accompagnées, l'assurance aussi, donc on mesure ici la qualité de l'écosystème de services. Et enfin, le quatrième niveau, c'est la sécurité alimentaire. Donc on essaye de voir un indicateur qui est très important pour les Public Development Bank agricoles. Est-ce que les financements contribuent réellement à améliorer la sécurité alimentaire? Donc tous ces aspects-là, vous les trouvez aussi dans Iris+. Et vous voyez une relation vraiment très étroite avec des objectifs de développement durable tels que, par exemple, l'égalité des sexes, l'objectif 5, tels que, par exemple, la non-pauvreté, etc. Voilà, donc ça, je ne vais pas m'attarder, laisse le temps à Najib pour avancer sur les indicateurs environnementaux. Vous êtes muted, Najib, hein. Votre micro est fermé. Merci Nabil.
Merci beaucoup pour cette partie. Donc, à partir de maintenant, donc, on entre dans la partie des indicateurs d'impact. Là, on voit trois principales tendances qui émergent, c'est l'agroécologie et la biodiversité, l'agriculture climato-intelligente et l'atténuation des émissions carbone. L'idée centrale ici, c'est que l'environnement n'est plus un bonus vert à la fin des rapports, mais plutôt il est déterminant dans la productivité, dans le risque du crédit et dans l'accès à la finance verte. Donc, quand vos KPI suivent ces trois dimensions, ils parlent à la fois aux techniciens agricoles, aux risk managers dans les banques et à l'investisseur et aux bailleurs du fonds. Donc, euh, donc, on a quelques exemples d'indicateurs environnementaux. On a les émissions évitées en matière d'équivalent carbone. On a aussi les hectares sous pratique durable, l'eau économisée ou l'efficacité hydrique, les énergies renouvelables et les indicateurs de biodiversité, souvent déterminés via des proxys comme les hectares d'habitat restaurés ou la réduction d'utilisation des intrants chimiques. Ce qui est important ici, c'est que ces indicateurs ne servent pas qu'au reporting, ils donnent aussi une lecture de risque. Par exemple, si l'eau se raréfie, les rendements baissent et le risque de non-remboursement augmente. Si les sols se dégradent, donc, la productivité devient plus volatile. Toutefois, si les fermes adoptent des pratiques résilientes, la courbe de risque donc s'aplatit à moyen terme. Autrement dit, en environnement, un bon KPI est à la fois un indicateur d'impact et un early warning pour le portefeuille. Donc, il permet de donner une alerte sur la qualité du portefeuille. Donc, mesurer des KPI environnementaux, ça permet d'améliorer la compréhension du risque de crédit futur aux banques. Ces KPI environnementaux peuvent être classés en trois principaux piliers. Le premier pilier, c'est l'atténuation climat. Donc, dans ce pilier, c'est essentiellement, on mesure les émissions de gaz à effet de serre et ça sert l'objectif de développement durable numéro 13. Et côté application pratique, c'est à travers le financement des installations de biogaz ou d'agroforesterie ou des installations d'énergie renouvelable. Pour le deuxième pilier, c'est l'adaptation et la résilience qui mesure essentiellement l'efficacité hydrique à travers le comptage de mètres cubes d'eau économisés et d'hectares sous pratique durable. Et dans l'application pratique, c'est l'adoption de l'irrigation, par exemple de l'irrigation goutte à goutte ou de l'agriculture de conservation. Et ça sert aussi l'objectif de développement durable numéro 13. Et pour le troisième pilier, c'est les pratiques nature positive. C'est dont l'indicateur clé, c'est les hectares d'habitat naturel protégés ou restaurés et ça sert à l'objectif de développement durable euh, numéro 15, qui est la vie sur Terre. Donc maintenant, si les banques regardent leur portefeuille, donc ils peuvent classer leurs produits dans au moins une de ces catégories et ça sert déjà de capter un point de départ pour placer leurs produits sur le plan environnemental. Maintenant, si on va plus en profondeur dans les trois tendances, par exemple, cette première tendance d'agroécologie et de biodiversité, euh, pourquoi maintenant on s'intéresse davantage à l'agroécologie et la biodiversité? Parce que essentiellement, on remarque une grande dégradation des sols à échelle mondiale avec 40% des terres agricoles
qui sont dégradés et ce n'est pas seulement un problème environnemental. En effet, c'est un problème aussi de rendement. Si les sols se dégradent, donc on produit plus des rendements, euh, donc ça affecte la productivité. C'est un problème de stabilité de revenus des producteurs ou des agriculteurs. C'est, Ça affecte aussi la sécurité alimentaire et l'accès au marché. Si c'est couplé à des réglementations comme le règlement européen sur la déforestation, maintenant tu ne peux pas exporter en Europe que si tu peux prouver que tes pratiques ne contribuent pas à la déforestation. Dans cette catégorie donc d'agroécologie et de biodiversité, il y a trois principaux KPIs qu'on peut traquer. C'est le pourcentage d'exploitation adoptant des pratiques régénératrices à travers des rotations de cultures, des cultures de couverture ou du semis direct ou de travail minimum du sol. Le deuxième, c'est l'hectare sous système agroforestier. Et le troisième, c'est la teneur en matière organique du sol, qui est un indicateur indirect, un indicateur proxy de la santé des sols. Comme exemple de produits financiers liés à l'agroécologie et à la biodiversité, on parle d'une ligne de crédit d'agroforesterie qui permet d'avoir un taux avantageux par rapport au taux standard. C'est aux alentours de 0,3%, avec une assistance technique incluse à travers un diagnostic technique et la formation des producteurs, mais avec une condition d'engagement pour transformer l'exploitation euh, à l'agroforesterie à un taux de 40%. Donc là, l'indicateur ne sert plus seulement à raconter une histoire, mais surtout à définir des conditions pour le produit en relation avec l'agroécologie et la biodiversité. Pour la deuxième tendance, c'est l'agriculture climato-intelligente centrée sur l'eau. Euh, Maintenant, la question de l'eau est une question centrale en agriculture parce que les sécheresses répétitives, les pluviométries irrégulières augmentent le taux de non-remboursement des crédits de 15 à 30% dans les régions les plus exposées. Donc, une bonne ligne d'irrigation résiliente au climat ne finance pas uniquement du matériel d'irrigation, mais elle combine un critère d'éligibilité, c'est les conditions techniques, par exemple le goutte à goutte ou la technologie d'irrigation de précision, un KPI d'économie d'eau vérifiable chaque année, couplé à un service d'alerte ou un service d'assurance. Donc, et comme ça, on peut avoir un produit CSA centré sur l'eau. Pour la troisième tendance, c'est l'atténuation du carbone. Euh, Plus vous voulez accéder à des green bonds, à des lignes climatiques ou à des fonds spécialisés, plus on demande ou les investisseurs demandent une comptabilité de gaz à effet de serre, une comptabilité carbone vérifiable. Ici, le KPI central, c'est les tonnes d'équivalent carbone évité. On parle d'équivalent carbone parce qu'il y a d'autres gaz aussi qui affectent le climat. Et donc, pour comptabiliser, on parle d'équivalent carbone. Par exemple, si on investit dans des pompes solaires ou des séchoirs solaires ou des digesteurs à biogaz, euh, les calculs du KPI doivent être selon des méthodologies standards telles que IPCC ou CDM. Donc ici, pour parler aux investisseurs climatiques, il faut parler tonnes d'équivalent carbone évité, calculé d'une façon crédible et transparente. Dans notre exemple, le point le plus important, c'est que, par exemple,
une garantie partielle crédit supportée par le bailleur permet aux banques, permet d'encourager les banques de financer des installations d'énergie renouvelable ou des installations de digesteurs à biogaz. On cite à titre d'exemple l'African Development Bank qui contribue par 50% dans la garantie partielle du crédit pour des projets verts au Togo en 2024. Et l'indicateur, l'estimation de l'impact, c'est 2 à 5 tonnes d'équivalent carbone évité pour chaque 10 000 euros de financement. Maintenant, on bascule de quoi mesurer vers comment le marché vérifie ce que vous mesurez. Pour les obligations vertes, les obligations sociales, les obligations bleues ou même les obligations de résilience, ça repose sur 5 exigences typiques. On a comme première exigence, c'est l'allocation du fonds où il faut avoir une allocation de fonds claire. C'est quelles catégories de projets sont éligibles selon une taxonomie bien identifiée et un processus d'évaluation et de sélection basé sur des critères, une bonne gouvernance et des critères d'exclusion aussi. Et la traçabilité de gestion du fonds à travers des comptes dédiés et un tracking interne dans la banque et un reporting sur l'utilisation des fonds avec des indicateurs d'impact dont on connaît les méthodes et les hypothèses de base. Et bien sûr, ce que recherchent toujours les investisseurs, c'est un système de revue externe pour vérifier la véracité des données communiquées par les banques. C'est exactement à cet endroit que les indicateurs d'impact deviennent un passeport vers les marchés de la finance durable. Donc, les obligations thématiques ne sont pas seulement j'ai levé X millions, c'est plutôt voici où va l'argent et voici ce qu'il change, mesuré par des indicateurs crédibles. Quand on parle de KPI crédibles, c'est des KPI sur un langage commun entre banques et investisseurs. Et ces KPI vont permettre de réduire le coût de financement tout en augmentant le volume mobilisé. Donc, ici, on insiste sur 3 fondamentaux de la donnée. Si on parle levier financier en relation avec les produits innovants, donc on insiste sur 3 fondamentaux. C'est des données environnementales vérifiables, un ciblage social précis et des preuves de résilience et d'adaptation qui vont permettre aux investisseurs et bailleurs euh, de voir l'impact crédible et mesurable. Donc, c'est ce que recherchent ces investisseurs. Ils sont au sourd à la conquête d'un impact crédible. Par exemple, pour les green bonds, euh, ils recherchent la traçabilité des réductions de gaz à effet de serre. Pour les social bonds, ils recherchent essentiellement l'inclusion. Et pour les obligations de résilience, ils cherchent le lien entre sécurité alimentaire, adaptation climatique et le coût du capital. On passe plus à un cas concret, c'est l'exemple de FIRA Mexico que nous avons extrait de leur rapport annuel de 2023. Donc, cet exemple est précieux. Pourquoi c'est précieux? Justement parce que ça met en valeur la traduction d'une stratégie verte en catégories de projets et ces projets sont liés à des indicateurs adaptés à chaque catégorie. Ici, l'émetteur des obligations, c'est le Trust Fund for Rural Development au Mexico. Ça a mobilisé un montant de 3 000 millions de pesos mexicains
Et comme objectif, il avait un objectif de financer des projets d'agriculture durable, d'efficacité énergétique, des projets d'énergie renouvelable et des projets d'usage efficient de l'eau. Pour l'agriculture durable, on cherche à mesurer la baisse de consommation d'eau et des émissions de gaz à effet de serre grâce à des équipements plus efficients. Et on définit comme KPI l'économie d'eau et la réduction et l'évitement d'émissions. Pour la partie efficacité énergétique, donc on évalue la baisse de consommation d'énergie et l'impact climatique des équipements modernisés. Donc, comme KPI, c'est l'émission de gaz à effet de serre évitée et l'énergie économisée. Et pour l'usage efficient de l'eau, on mesure la réduction des prélèvements d'eau pour l'agriculture via des systèmes plus performants. Et le KPI qu'on traque, c'est l'économie d'eau. Ce que nous voulons dire à travers cet exemple, c'est qu'il faut bien catégoriser les projets et affecter à chaque catégorie ces KPI d'impact spécifique parce que beaucoup de systèmes de KPI échouent justement parce qu'ils s'appliquent ou ils appliquent les mêmes indicateurs à tous les projets sans faire de différence entre les projets. Comme vous le savez déjà, c'est un projet, il est toujours différent d'un deuxième projet, même si on est toujours dans la même région. Donc, ici, on a le reporting, les indicateurs. Donc, c'est les résultats de 2023 et les résultats du cumul sur 3 ans obtenus par la FERA Mexico. Donc, un reporting crédible, donc distingue entre les KPI annuels et les KPI cumulés. Il relie les résultats au projet financé et il évolue, comme on voit plus bas, dans le cadre de 2024, il y a eu l'extension des KPI vers l'adaptation, vers l'inclusion et vers la durabilité. Donc, pour le cas de Ferra Mexico, on a commencé en s'intéressant à des KPI spécifiques environnementaux. Par la suite, on est en train d'étendre la panoplie de financement et des KPI liés vers des systèmes d'inclusion et de durabilité plus vastes. Donc, un KPI, un cadre d'indicateur d'impact, il n'est pas figé, il évolue au cours du temps. Donc, finalement, un cadre d'impact performant, c'est l'infrastructure stratégique qui relie la transformation agricole locale aux capitaux mondiaux. Euh, D'un côté, nous avons la réalité du terrain avec des petits exploitants, des femmes, des populations autochtones, des jeunes mal servis. On doit aussi améliorer nos pratiques agroécologiques pour, bien évidemment, préserver nos ressources naturelles et préserver la biodiversité. Et on doit être plus résilient aux effets des conditions et des situations climatiques extrêmes. Et de l'autre côté, les marchés de la finance durable demandent des preuves d'additionnalité ainsi que la réduction de la perception du risque et la possibilité de déblocage de financement mixte et d'obligations thématiques. Et entre les deux, le bridge et le pont entre les deux, c'est un cadre de KPI d'impact robuste qui repose sur des données proportionnées et digitalisées sur la mesure des résultats à travers des indicateurs d'outcome et surtout sur l'intégration opérationnelle totale de ces KPI dans le fonctionnement de la banque. Donc, en résumé, les KPI d'impact ne servent plus à raconter une histoire, ils servent à structurer la confiance et à travers cette confiance, on peut faire les liens pour drainer plus de financement
pour accéder au marché mondial de la finance durable. Donc, le vrai changement aujourd'hui, ce n'est plus de mesurer tout simplement, mais plutôt c'est de mesurer ce qui permet de mieux financer, ce qui permet de mieux gérer les risques et surtout ce qui permet de mieux transformer l'agriculture. Donc, merci pour votre attention. Je cède la parole à Anaïs et à toute l'équipe. Donc, merci. Merci beaucoup, Nabil et Nejib. Je pense que je vais tout de suite laisser la parole à Monsieur Hassana Koulibaly, représentant de la banque BNDA Mali. À vous la parole, Hassana. Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin, ce soir pour vraiment discuter, sinon même échanger sur un sujet aussi important, de plus en plus, surtout pour le secteur financier, qui est effectivement c'est-à-dire les performances clés en matière environnementale, sociale et économique. Je suis Hassana Koulibaly, responsable du service RSE, ESG, au sein de la Banque agricole du développement agricole. La BNDA est une banque vraiment engagée dans les secteurs agricoles, ce qui la place directement au cœur des enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Et comme mes prédécesseurs l'ont dit, aujourd'hui, le secteur bancaire institutionnel a vraiment beaucoup évolué. C'est pourquoi aujourd'hui, ces banques-là, c'est-à-dire ces investisseurs, l'État, attendent de la BNDA, attendent que la BNDA finance, non seulement financer, mais également démontrer sur le terrain l'impact de ces financements. C'est là effectivement que la BNDA s'est dit en collaboration avec ses partenaires financiers, pourquoi ne pas mettre en place des indicateurs de performance en la matière. Donc c'est dans ces cadres-là, en 2022, que la BNDA, en collaboration avec l'AFD, a défini un certain nombre d'indicateurs. Donc, pour dire que la BNDA n'a peut-être pas cherché à mettre en place un mécanisme de mesure d'impact beaucoup plus compliqué ou bien complexe, mais nous avons plutôt mis en place des indicateurs de performance vraiment simples, fiables, aussi disponibles. Donc aujourd'hui, ces indicateurs-là nous permettent de suivre nos activités, d'orienter nos décisions et aussi, pourquoi pas, donner une lecture d'impact de plus en plus, c'est-à-dire au fil et à mesure. Donc, ça c'était pour vraiment introduire un peu la présentation. Je vais maintenant partager mon écran avec votre permission, Madame Anis. Oui, oui, bien sûr, allez-y. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi essayer de. Je suis en train de vouloir Je vais. afficher. J'ai un peu du mal. D'accord, bah, vous inquiétez pas, Attends. je peux le faire Ouais, pour vous. c'est bon. Je pense que c'est bon maintenant. Oui, C'est bon. oui, voilà. Vous pouvez le mettre en plein écran peut-être, si c'est. En plein écran. C'est Voilà, bon. c'est parfait. C'est Merci. parfait. OK. Je suis un peu ça, je vois. Ok, je viens vers ce côté alors. Oh, comme je disais, aujourd'hui, la BNA est un acteur clé du financement agricole avec plus de 50% du portefeuille consacré à ce secteur. Et elle finance plusieurs types de clients évoluant dans ces domaines-là, notamment les éleveurs, c'est l'agriculture avec grand temps, les paysans, les ruraux. Et pour encadrer un peu tout ce qu'on vient de dire par rapport aux indicateurs de performance, la BNDA a mis en place des stratégies et des
politique. Parmi les stratégies, on peut effectivement parler de l'adoption d'une stratégie climat qui trace un peu les ambitions de la BNDA en matière de lutte contre les changements climatiques, et notamment en matière de tout ce qui est politique. Nous avons la politique RSE qui aussi parle de tout ce qui est inclusion financière, c'est-à-dire comment la BNDA doit accompagner les jeunes ou bien les femmes. Excusez, il y a des gens qui me dérangent là. Donc, après ça, il y a effectivement l'intégration de l'impact dans la stratégie d'entreprise est encore naissante à la BNDA. C'est ce que je disais à l'attente de mes propos. Quand même, nous avons des indicateurs de performance simples, mais qui nous permet effectivement au fil et à mesure d'avoir une lecture d'impact sur tout ce que nous faisons. Et pour ça, avec le temps, nous allons vraiment aller vers vraiment des indicateurs de performance d'impact au sens strict du mot. Aussi, les indicateurs là, ces indicateurs que je vais présenter un peu plus loin, sont aujourd'hui discutés lors des réunions du comité de pilotage de la stratégie climat, du comité d'audit et du conseil d'administration. La BNDA a mis en place un comité de pilotage de la stratégie climat qui se réunit pratiquement 2 fois par an. Et lors de chaque réunion, effectivement, les indicateurs climatiques sont effectivement discutés. Et aussi, chaque année, il y a comment dirais-je, un rapport annuel qui est produit à l'attention du comité d'audit. Et dans ces rapports-là, nous faisons le point des indicateurs prioritaires définis par vraiment les conseils d'administration. Bon, en termes de... En fait, les critères de performance sont définis, sont classés en 3 catégories, notamment dimension économique, dimension environnementale et dimension sociale. Ici, nous avons les critères de performance prioritaires économiques. Le rendement agricole, par exemple, et l'unité de mesure est le nombre de le kilogramme par hectare. Ça, cela nous permet de connaître la productivité agricole. Il y a aussi le financement destiné à l'agro-industrie. Et là, l'unité, c'est vraiment le nombre de dossiers. Et volume total de crédit en faveur du monde rural. Ça, c'est vraiment pour voir un peu l'impact même du financement sur le monde rural. Mais comme je disais, nous, nos analyses ne vont pas jusqu'à dire voilà l'impact réel même du financement sur vraiment telle couche, mais on se limite pour le moment au volume. Et la part du crédit agricole, ça c'est le pourcentage. Et nombre de bénéficiaires PME, petites et moyennes entreprises agricoles, ça aussi, l'unité de mesure, c'est vraiment le nombre de bénéficiaires. Et en termes de, ici, nous avons les critères de performance, sont les indicateurs de performance clés en matière de climat. Comme je disais tantôt, nous n'utilisons vraiment pas des KPI d'impact, mais plutôt des KPI qui, des fois, s'alignent sur vraiment les attentes de nos partenaires. Comme je disais tantôt, par exemple, ces indicateurs-là ont été définis en collaboration avec l'Agence française de développement qui est un de nos partenaires dans le cadre de la mise en place d'une ligne de crédit destinée au financement du climat. Donc, et dans notre stratégie climat, nous avons 5 piliers. Et ici, j'ai essayé de donner un peu l'indicateur par pilier. Quand on prend le pilier 1 et 2 confondus, l'indicateur que nous suivons, c'est vraiment le nombre de dossiers climat financés. Et là, chaque 6 mois, un rapport est établi dans ce sens-là. Et nous avons également le nombre et la part des investissements climat dans les portefeuilles. Donc, nous essayons toujours de chercher à comprendre un peu notre performance en matière de financement climatique. Quand on prend le pilier D, stimuler et accompagner les déploiements de pratiques agricoles climato-intelligentes, par exemple, nous mesurons le nombre d'hectares financés et cultivés selon les pratiques
agricole durable, c'est-à-dire l'agriculture climato-intelligente, le système goutte à goutte ou bien un système fonctionnant avec la technologie, notamment les solaires et consorts. Donc, l'unité, c'est vraiment les combien d'hectares ont été financés. Et de l'autre côté, nous avons extension des surfaces irriguées financées et comment dire, qui utilisent aussi les pratiques agricoles durables. Donc ici, l'idée, c'est de par un P, c'est l'additionnalité en réalité. C'est ce qui est visé ici, c'est vraiment l'additionnalité. Donc tout ça là, chaque 6 mois, il y a un rapport semestriel qui est établi et qui est envoyé aux membres du comité de pilotage qui discutent vraiment, qui apprécient ce qui doit être fait pour pouvoir améliorer davantage ce que la banque est en train de faire en la matière. Donc, déjà, nous avons le stimuler et accompagner l'investissement dans les énergies propres et l'efficacité énergétique. Ici, c'est pas le financement seulement, c'est y compris les activités propres même à la BNDA. Quand on parle de nombre de puissances nouvelles d'énergie renouvelée financées. Ça, c'est le financement. Ça, c'est ce que les clients que nous finançons, nous avons une fiche. Je pense que je vais expliquer ça un peu plus loin. Nous avons une fiche vraiment qui permet vraiment de compiler, d'avoir ces informations lors des financements. Aussi, nous avons le nombre d'agences ou points de service dotés d'équipements. Bon, comme je disais tantôt, c'est vraiment, ça concerne les activités propres, l'exemplarité même de la BNDA en matière de la promotion des énergies renouvelables. Et là, l'indicateur, comment dire, l'unité de mesure, c'est vraiment le nombre. Et aussi, à part ça, nous avons les prêts éco accordés au personnel. Donc, tout ça là nous permet effectivement de mesurer notre performance ou bien même notre impact sur ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Et troisième pilier, nous avons analysé, suivre et limiter les risques. Donc ici, c'est vraiment la gestion des risques. Tout ce qu'on regarde, c'est vraiment le nombre de dossiers financés par niveau de risque. La vulnérabilité, comme je disais tantôt, nous avons une stratégie climat qui a été élaborée en fonction des zones agroécologiques du Mali. Donc, à travers cette stratégie, nous savons dans quelle zone on doit faire tel type de financement, tel type de financement. Donc déjà, ce pilier nous permet vraiment de savoir, de gérer les risques du changement climatique liés à nos activités de financement. Nous avons le pilier 4, renforcement des capacités. Donc, pour dire ici que aussi le personnel et les clients aussi ne sont pas restés en marge. Donc, nous les formons aussi en tout ce qui est changement climatique. Donc, notre indicateur ici, c'est vraiment le nombre de clients formés, le nombre de collaborateurs formés dans l'année, ainsi de suite. Et même le nombre qui est le cinquième pilier, ça, c'est le nombre de partenariats signés en matière de lutte contre les changements climatique. Donc, ça, c'était vraiment carrément axé sur le climat. Mais ici, nous avons, dans notre politique RSE, comme je disais tantôt, nous avons des principes. Par exemple, favoriser investissement socialement responsable. Donc, ici, nous cherchons à comprendre quel est le nombre de projets ayant intégré les critères ESG. Peut-être l'indicateur est plus ou moins limité parce que là, avec ces indicateurs-là, nous ne pouvons pas aller jusqu'à calculer, jusqu'à identifier l'impact même du financement sur les composantes environnementales et sociales. Mais quand même, ça nous permet d'avoir une lecture. Ça nous permet de savoir qu'effectivement, nous sommes en train de prendre en compte, par exemple, quand je prends la préservation de la biodiversité, en intégrant les critères ESG, nous savons quand même que nous ne sommes pas en train d'encourager les projets qui vont vraiment avoir des impacts majeurs ou bien négatifs vraiment sur la biodiversité. Même si ici, même si l'indicateur ne permet pas vraiment d'aller jusqu'à identifier l'impact, mais comme je disais tantôt, ça nous permet d'avoir une lecture déjà pour savoir que nous ne sommes pas vraiment nous ne sommes pas en train de financer une activité qui va porter atteinte de façon grave à la biodiversité, par exemple. Donc, nous avons aussi le nombre et volume des projets de catégorie A dans les portefeuilles. Ici, nous sommes beaucoup plus dans la gestion des risques. Donc, on veut vraiment connaître le nombre de catégories.
le nombre de volume de catégorie B, comme je viens de le dire effectivement aussi, nombre de projets ajournés, bon, tout ça là, c'est vraiment vous dire que ici, nous voulons vraiment faire un investissement socialement responsable et qui parle vraiment, l'investissement socialement responsable parle effectivement de l'intégration des critères environnementaux et sociaux dans les financements et dont l'objectif effectivement est de protéger les composantes environnementales et sociales qui aussi doit être l'impact final en réalité. Et nous avons aussi le principe de favoriser la finance inclusive. Donc c'est là ici que je parlais, c'est aussi l'inclusion financière effectivement. Nombre de projets portés ou gérés par des femmes ou des jeunes. C'est vrai qu'ici, nous ne cherchons pas à voir quel est le nombre comment dire, des clients ou bien des femmes qui avaient été exclues et maintenant qui ont été inclus dans le financement. Mais quand même, nous avons une idée quand même quel est sur le nombre des femmes financées et sur le nombre des jeunes financés en une année ou bien à une période donnée. Après ça, nous avons le nombre de projets visant à renforcer la participation des jeunes ou des femmes à l'économie et au marché du travail. Donc, tout cela vise vraiment à renforcer l'inclusion financière. Volume de projets portés, gérés ou visant à renforcer la participation des femmes ou des jeunes à l'économie nationale. Donc, pour vous dire ici que nous aussi, nous avons des partenaires qui mettent aussi à notre disposition des lignes de crédit destinées uniquement soit au financement des femmes ou soit au financement des jeunes. Donc, nous, notre rôle, effectivement, c'est de faire un reporting sur la base de ce que de ce que nous faisons, surtout en termes de nombre. Donc, sur ce point, nous n'avons vraiment pas assez de problèmes parce que l'indicateur de comment dire, le KPI principal ici, c'est vraiment que ce soit femme ou jeune. Donc, l'objectif, c'est vraiment l'impact sur l'inclusion financière. Donc, je pense qu'à travers le nombre ici, déjà, nous savons que nous avons un impact vraiment sur l'inclusion financière. Et aussi, vraiment, aujourd'hui, les KPI sont intégrés dans les opérations de financement de la banque. Je précise encore, les KPI simples que nous avons définis sont intégrés dans nos activités de financement. Les KPI, comment est-ce qu'aujourd'hui nous les intégrons? Comme je disais tantôt, nous avons des fiches qu'on appelle fiches AIC, fiches énergie, efficacité énergétique ou fiches de sécurité environnementale qui, dès l'instruction du dossier, sont renseignées par les clients et qui permettent effectivement d'obtenir ces informations, notamment le nombre le nombre d'hectares utilisés, c'est-à-dire exploités selon les pratiques agricoles, ou bien le nombre de la puissance installée, ou bien le nombre peut-être d'emplois créés, ou bien même, si vous voulez, le nombre des jeunes financés, qui sont sur en fait, qui sont éligibles au projet. Donc, après ça, nous avons aussi utilisation des SAB, des BO, des tableaux de bord. Dans notre système bancaire, nous avons un système qu'on appelle SAB. Et les données, en principe, sont enregistrées, sont saisies par les conseillers clients dans ce système-là. Donc, c'est à travers le BO, Business Object, que vous connaissez, qu'on arrive à vraiment extraire les données. Quand je parle des données, ici, Monsieur Coulibaly, est-ce qu'on pourrait accélérer un petit peu parce qu'on est en train de dépasser le temps? Je suis désolé. oui, non, c'est vraiment je pense que ça doit être la dernière phase. Donc, je parlais de l'intégration de la saisie des données dans le système bancaire. Donc, ce rôle-là est assuré par nos conseillers clients aujourd'hui qui saisissent vraiment les données dans le système bancaire. Donc, après, il y a suivi évaluation des activités. Ça, c'est quand vous regardez la première étape, c'est vraiment le contrôle avant décaissement et remplissage du tableau de bord. Mais ce rôle-là n'est pas assuré seulement par les conseillers clients, c'est aussi assuré par le service RSE.
qui aujourd'hui mène vraiment une contre-analyse et une contre-visite pour s'assurer qu'effectivement, par exemple, est-ce que le client qui était porteur des projets d'agriculture climato-intelligente, est-ce qu'effectivement il est en train d'intégrer, est-ce qu'effectivement il est en train de respecter tous les critères d'une agriculture climato-intelligente. Donc, c'est vraiment au niveau du contrôle. Maintenant, contrôle de la codification climat dans SAP, ça, cela est fait par notre département des engagements. Lorsque un conseiller client saisit un code, lors de la validation, effectivement, le département des engagements contrôle est-ce que le bon code a été choisi. Par exemple, si c'est le climat, est-ce que effectivement c'est le climat, le bon code qui a été créé pour le climat, est-ce que ce code-là a été vraiment créé? Donc, il y a aussi contrôle post-financement. Il y a aussi un contrôle qui est mené après le décaissement. Ce contrôle vise à s'assurer qu'effectivement, euh, par exemple, quand je prends l'achat des kits solaires, cette visite-là vise à savoir est-ce que le client a effectivement acheté les équipements qui ont été financés. Et enfin, le suivi de la mise en œuvre du plan d'action. Éventuellement, il peut y avoir des mesures correctives qui doivent être mises en place par les clients et les clients est invité vraiment à intégrer, à mettre en place vraiment ces plans-là. Donc voilà un peu présenter brièvement ce qui se passe actuellement concrètement à la BNDA en matière vraiment des KPI, de l'intégration des KPI, que ce soit au niveau décisionnel ou même au niveau même après le financement. Merci pour votre aimable attention. Non, merci beaucoup pour cette présentation très très concrète et très riche de l'expérience de la BNDA. C'était très utile d'avoir cette illustration. Peut-être on peut ouvrir rapidement aux questions s'il y en a et avant de Oui, clore cet Thierry, événement. Oui. il y avait une question, je pense que elle était plus dédiée à Nabil et Nejib, parce qu'elle a été posée un petit peu plus tôt lors de vos présentations. C'était une question notamment concernant les produits ligneux et dans les cadres d'impact. La personne a demandé dans les cadres d'impact à quels indicateurs sont rattachés les produits ligneux. Donc ça pourrait être une question pour Nejib et Nabil. Et il y a Madame Najwa Tamgart qui a partagé un commentaire disant que les banques doivent distinguer le bilan RSE du bilan classique, également être en mesure de déterminer une demande de crédit écologique qui répond aux critères de développement durable de celle qui nuirait à l'environnement. Peut-être pas un scoring qui reprend les critères qualitatifs et quantitatifs d'un financement responsable, éthique et durable. Donc je ne sais pas si Nabil, Nejib ou Hassana veulent réagir à cette question et ce commentaire. Nabil, vous êtes en mute. OK. Bon, j'ai pas compris la première question. À quel indicateur est placé les produits ligneux? Bon, je vais voir la question de Najwa. Donc, effectivement, Najwa, au-delà de la distinction entre bilan classique et bilan RSE, la tendance actuelle va vers une intégration opérationnelle de ces dimensions dans la décision de crédit. Ce que vous évoquez existe déjà sous différentes formes, soit des dispositifs de scoring ESG, de scoring d'impact intégrés à l'analyse du crédit, des grilles combinant des critères qualitatifs, gouvernance, pratiques durables et quantitatifs, émissions, consommation d'eau, inclusion. Dans certains cas, un lien direct avec le pricing ou les conditions de financement aussi est possible. Donc, c'est pour cette raison qu'on parle de finance durable, là où les facteurs de durabilité affectent aussi bien les critères de risque ainsi que le pricing. Donc, par conséquent, l'enjeu aujourd'hui n'est plus seulement d'évaluer, mais de standardiser ces scores, les relier à des KPI d'impact robustes et surtout de les intégrer pleinement dans le processus de décision et non uniquement dans le reporting. Ok, Pour la première merci question, Nabil. voilà, Merci Nabil. Je peux continuer sur la première question en parlant des produits ligneux. Ils sont d'abord et essentiellement rattachés à la dimension environnementale. Euh, euh, ils entrent typiquement dans le pilier des pratiques nature positive, donc de gestion durable des forêts,
mais cela peut être aussi amendé dans les dimensions économiques et sociales à travers l'emploi dans la filière, sur les aspects économiques et sur les aspects sociaux, c'est les bénéfices pour les communautés rurales et autochtones à travers les activités sur la filière. Merci. Merci beaucoup. Juste pour répondre à Monsieur Abdou Aziz Diédou de la Banque agricole du Sénégal, effectivement, les présentations seront partagées après. Et je vois qu'on a reçu une très longue liste de questions d'un collègue de la Banque agricole du Niger. Peut-être que ce qui serait mieux, vu que c'est une liste de questions qui doit être très importante à répondre, peut-être Thierry qu'on peut décider ensemble, soit si vous avez une réponse assez claire et concise, Nabil, Nejib ou Hassana, y répondre maintenant, ou alors peut-être y répondre plus tard via email. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pas de souci, on peut les prendre si vous avez le temps, mais bon, on a débordé sur le timing. Je Non, sais mais pas, c'est euh, Abdelaziz, c'est pas du Niger, je crois que c'est Abdelaziz, c'est ça? Non, non, non. la question est de Monsieur Abdelrazak. Baraz Abdul Razak de la Banque agricole du Niger. Ah, c'est quoi la question? Alors, c'est une Elle est liste. dans le chat. Oui. La La- première question est quel outil d'évaluation carbone préconisez-vous à nos institutions? La deuxième question, quel facteur d'émission devrions-nous utiliser pour calculer le tonnage de CO2 Bon, émis du PO2? restons sur ces deux premières questions pour qu'on les réponde. Donc, pour les outils d'évaluation carbone, il n'existe pas un outil unique, mais des approches adaptées selon le niveau de maturité. Donc, pour une approche simple et accessible, les outils type bilan carbone simplifié ou calculateur sectoriel, agriculteur, énergie, etc. Pour une approche institutionnelle, des références comme GHG, protocole base Infiniment. internationale. Et pour des Hein? institutions financières, approche type PCAF, Partnership for Carbon Accounting Financial, adapté au portefeuille. L'important est de privilégier un outil proportionné aux capacités internes, compatible avec vos données disponibles et évolutif dans le temps surtout. Je vais partager avec Anaïs Carboscan, qui a été développé en Tunisie. Ça pourrait éventuellement vous aider. Et pour les facteurs d'émission, c'est une très bonne question. C'est un point clé de crédibilité. Donc, les facteurs de GIEC sous la référence internationale, robustesse et comparabilité. Les facteurs locaux, recherche nationale, sont très utiles s'ils existent et sont aussi fiables. Bonne pratique, c'est d'utiliser des facteurs de GIEC comme base et d'intégrer les facteurs locaux lorsqu'ils sont pertinents en matière d'agriculture, de pratiques spécifiques. Et ce qui est important, c'est de s'assurer de la transparence des hypothèses, de la cohérence méthodologique et de la traçabilité. Je vais partager avec Anaïs un exemple d'outil digital qui permet de digitaliser le bilan carbone et la stratégie de décarbonisation qui a été développée en Tunisie par une start-up. Merci. Et je pense il y a deux autres questions qui suivent qui peuvent être peut-être rapides aussi à répondre. La première est est-ce que les KPIs environnementaux doivent être alignés aux stratégies nationales, les accords de Paris et aux stratégies bas carbone? Et une autre aussi, serait-il possible d'obtenir un tableau de correspondance KPI présenté / ODD? Et la dernière question est quelles sources de mobilisation de ressources sensibles aux indicateurs KPI présentés vous leur préconisez pour la mise en pratique? Mhm. Merci. Donc, si on parle de banque publique de développement, donc elle doit répondre certainement aux stratégies nationales. Donc, oui, les KPI environnementaux doivent être alignés aux stratégies nationales et en même temps, la banque doit avoir une stratégie d'aligner ces KPIs aux référentiels internationaux pour pouvoir mobiliser les fonds disponibles à échelle internationale. Pour le tableau, oui, aussi, on peut partager un tableau avec Monsieur Abdelrazak. Peut-être je finirai par la cinquième question sur les sources de mobilisation de ressources. Najib, les financements
sensible aux KPI d'impact. Il inclut, comme l'a mentionné tout à l'heure Najib dans le slide, les Green Social Sustainability Bonds, la Blended Finance, et j'ai beaucoup aimé l'exemple qui a été exposé par Najib qui intègre une ligne concessionnelle basée sur la durabilité avec un fonds de garantie sous respect de réalisation de certains KPIs. Le fonds climat, exemple GCF, Adaptation Fund, les institutions de développement comme la BAD, la Banque mondiale, etc. Et surtout, surtout, ne pas oublier les investisseurs d'impact qui est, disons, des nouveaux participants dans l'écosystème d'impact. Et le point clé pour vos KPIs soient robustes, ce plus le coût de financement peut diminuer et le volume mobilisable augmente. Voilà, donc ça c'est très très important. À mettre. J'ai apprécié beaucoup la question de Monsieur Abdelaziz. Abdelrazak, Abdelrazak, ok, Abdelrazak. merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intérêt je pense qu'on va être obligé de terminer le webinaire maintenant. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer des emails après ce webinaire. Je vais donner le mot de conclusion à Nejib ou à Nabil, peut-être pour que vous annonciez aussi le prochain webinaire. Oui, bon, le prochain webinaire, ça va porter sur la data management, donc comment on va gérer les données, comment on va collecter. Bon, monsieur, aujourd'hui, Asana, il est entré, il a empiété un peu sur le webinaire 3 pour être un peu dans la synthétisation, mais on va mettre en valeur vraiment toutes les pratiques, que ce soit les pratiques manuelles avec lesquelles on démarre et les pratiques, disons, de début de la digitalisation et avec des pratiques innovantes en matière de digitalisation de cet impact management and measurement parce que ce système, il est très compliqué, il est très coûteux. Et je crois que la troisième session, elle est très, très intéressante. Donc, ne ratez pas cette troisième session qui sera vraiment, il y a du contenu intéressant. Et je crois que les efforts déployés par AgriPDP Platform sont dans ce cadre-là pour supporter cet effort de digitalisation de cette approche et pour mettre en valeur tous vos efforts, comment vous êtes en train de réaliser des transformations, non pas uniquement des financements. Merci beaucoup et merci à tous les participants. Merci à Bagri Niger, à la BNDA, à la Banque Agricole, aux autres banques présentes que j'ai oubliées. Et à très bientôt. Nous vous Merci, enverrons le matériel merci, de ces merci, merci. webinaires. Au revoir. Merci.